Bonjour à tous, Éric Moreau, responsable opérationnel d'Anzo. Nous avons le plaisir de vous accueillir à notre troisième webinaire de 2021. Les deux premiers étaient avant tout axés sur tout ce qui est infrastructure, avec des exemples de détection d'attaques de sécurité avec un environnement de type Flowmon. Le deuxième webinaire était orienté sur la visibilité des infrastructures, gestion des changements, automatisation de la détection de problèmes autour d'un environnement type NetBrain. Et cette fois-ci, nous allons faire un focus sur tout ce qui est développement. Dans un sujet qui intéresse aussi beaucoup d'Anzo, parce que nous avons notre propre laboratoire interne, et qu'on est particulièrement sensible à ce sujet sur lequel on s'appuie aujourd'hui de plus en plus sur des composants très récents, voire des micro-composants qui évoluent de façon très très rapide. Et ben, pour nos propres offres, ben, on est aussi très sensibilisé sur l'importance d'instrumentaliser et de tester tous ces composants pour avoir des développements donc de qualité. Ceci étant dit, ben, je vais quand même, je dirais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas suite à ces premiers webinaires, repréciser, ben, je dirais, le focus de Danzo, ben, qui est avant tout sur tout ce qui est observabilité et sécurisation donc des infrastructures, mais aussi suivi de la qualité et de la performance des applications métiers. Donc, dans notre environnement, on est amené à travailler ben, sous quatre formes. Soit, je dirais, on prend la main, je dirais, dans des contrats de service pour mettre en place ben, ce qu'il faut pour compléter ce que vous avez pu mettre en place avec vos équipes et animer, je dirais, la visibilité sur les infras, sur les applications ou la détection d'attaques de sécurité. On vous rend compte, on applique les procédures qui sont en place. Premier mode. Si on est dans un mode où on est dans un appui plus technique et technologique, où on vous aide à intégrer les composants manquants, par exemple des outils d'automatisation d'analyse de performance, à côté de vos outils d'automatisation de la visibilité donc de l'infra, en mode intégrateur. Là, c'est vous qui avez la main et on travaille avec vous en appui. On peut tout à fait initialiser donc notre relation clientèle avec des phases d'audit. Ben, audit par exemple par rapport à un schéma d'environnement donc de développement dans une phase d'évolution donc d'architecture ou une volonté justement d'instrumentaliser un petit peu plus les développements dès l'amont et pas attendre qu'on détecte des problématiques en production. On sait aussi faire des formations qui sont plus pour nous des retours d'expérience que des formations donc théoriques sur tous les outils à mettre en place et surtout les ateliers à faire vivre pour être capable d'avoir à la fois un maintien donc des compétences mais un cycle d'amélioration continue. Et puis notre équipe de développement qui permet, je dirais, à la fois bah, de développer des algorithmiques complémentaires offerts par l'ensemble des outils que vous pouvez avoir ou des outils qu'on peut vous fournir, et améliorer aussi peut-être le reporting de ces environnements. Je vais maintenant passer la main à mes collègues pour ben, vous introduire dans un premier temps le pourquoi il nous semble important dans une phase de développement d'instrumenter dès l'amont, hein, et puis ensuite une petite démonstration avant qu'on passe aux traditionnelles questions-réponses. Ok, merci Eric pour cette introduction. Donc, je suis Olivier Roche, en charge du conseil au sein d'Enzo. Et je vais avoir le plaisir effectivement d'animer cette première partie concernant notre vision de la manière d'utiliser les outils de gestion de la performance applicative dès les phases de développement. Ce qui est un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On a souvent effectivement la démarche de dire on va monitorer les applications en prod et lorsqu'il y a des dysfonctionnements, ben, on va essayer de réagir au plus vite, potentiellement d'être proactif, mais en tout cas d'essayer de réagir dans les meilleurs délais pour éviter la dégradation du service vers les utilisateurs internes ou d'ailleurs externes. Pour animer ou alimenter plus exactement notre réflexion, on va déjà aborder quelques points qui nous paraissent importants et qui ont justement été les éléments de départ par rapport à notre approche. C'est de dire, bon, aujourd'hui, les architectures techniques sont de plus en plus complexes, hein, avec en plus un mixte des architectures on-premise, cloud, avec aussi
des évolutions avec la prise en compte des mobiles, que ce soit d'ailleurs sur des smartphones, des tablettes ou autres équipements, et on n'a pas encore intégré tout à fait l'IoT dans cette approche, mais de toute façon, ça va aussi venir complexifier les architectures techniques. Alors, en parallèle de l'évolution de ces architectures techniques, ce que l'on voit aussi, c'est l'évolution assez rapide des architectures applicatives. On est passé d'applications plutôt monolithiques sur des applications APIsées. Maintenant, on a même descendu, effectivement, on est passé de l'API au microservice. Et tout ça, effectivement, faut le gérer. Faut être capable de comprendre le comportement d'une application globale en prenant en compte l'ensemble du comportement de chacun des composants et des interactions entre les composants. Sachant qu'il y a des éléments que l'on maîtrise et des éléments qui sont des évolutions de composants qui sont entre guillemets externes à l'application, mais qu'on sollicite. Voilà. Cette évolution a un phénomène complémentaire qui est le fait que, en volonté de la part justement du business, ainsi de suite, d'augmenter la fréquence de mise à jour des versions des applications. Vous n'avez qu'à prendre vos smartphones. Hein, aujourd'hui, il y a quasi des releases tous les 15 jours d'applications assez courantes. Et il en est de même sur les applications métiers, business, telles qu'on peut les côtoyer tous les jours. Alors, ça veut dire typiquement que, ok, l'architecture se complexifie, les applications évoluent dans leur structure, dans leur manière de fonctionner, avec des répartitions on-premise, cloud, services externes, une augmentation du time to market, donc enfin une augmentation au sens réduction du temps du TTM, donc le time to market, donc une pression de plus en plus forte pour sortir des versions d'une manière de plus en plus rapide. Et en face de ça, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que l'on constate? On constate, je pense que c'est un schéma que vous avez dû voir dans la presse aujourd'hui, on constate tout simplement que si on identifie un incident en début de process, le coût de cet incident est relativement faible. Par contre, il est 1000 fois plus important si cet incident est identifié en prod, et même plus qu'en prod, c'est quand les utilisateurs ou le métier se sert de l'application. Donc, c'est même pas une fois qu'on a passé le MEP, c'est effectivement une fois que malheureusement, ce sont les utilisateurs ou les clients qui constatent que le service n'est pas rendu. Donc, par rapport à ces éléments-là, qu'est-ce que certains proposent? Certains proposent le shift left. Le shift left, ça consiste tout simplement à dire, OK, on va aller faire non seulement du monitoring de l'application en production, mais potentiellement, on va essayer d'améliorer les tests et surtout les stress tests, donc tests de charge sur ces applications-là, identifier les maillons faibles à cette étape et voir effectivement à éviter donc la MEP sur des applications qui auraient pu être identifiées comme fragiles. Ça permet effectivement de gagner un petit peu, de réduire potentiellement l'impact. Mais on peut se poser la question de savoir si c'est suffisant et si ça serait pas plus pertinent de directement remonter au début du process. Donc au début du cycle de vie applicatif, pour entre guillemets gagner un maximum concernant la qualité ou la résilience des applications. Par analogie, c'est exactement ce qui s'est passé avec le secteur de l'industrie et l'automobile en particulier il y a quelques dizaines d'années, lorsque l'on a commencé à mettre de la qualité totale au sein des processus et d'essayer justement de prendre en compte la résilience des pièces dès le départ de la conception des pièces. Donc, quelque part, on n'invente pas quelque chose là aujourd'hui, on vient simplement s'inspirer des bonnes pratiques d'autres secteurs. Alors, on a aussi un autre phénomène qui est intéressant à prendre en compte, c'est de dire, parce que effectivement, quand on fait de la perf, on s'intéresse aussi évidemment à la production et beaucoup parlent de l'observabilité.
Mais à nouveau, c'est bien de pouvoir réagir, identifier rapidement à isoler même directement le plus rapidement possible un incident, enfin la route cause d'un incident. Ça c'est effectivement excellent, mais à nouveau, si on veut limiter le nombre d'incidents, bah, comment on peut procéder? Bah, on peut procéder au moins de deux façons. Déjà d'identifier les défauts dès les phases de conception, donc en phase de développement, mais aussi en production, aller vérifier à froid un certain nombre de signaux concernant l'application et de voir comment on peut remonter ces signaux vers les développeurs, ce qu'on a représenté de manière un peu symbolique à cet endroit-là. Donc il s'agit bien d'aller compléter des outils qui existent aujourd'hui en termes de calimétrie au niveau du développement. On peut penser à des outils comme Sonar, par exemple, qui permettent d'aller crawler le code, d'aller identifier effectivement à travers un certain nombre de règles des lacunes qu'il pourrait y avoir au niveau du développement. Donc, aller compléter ces phases-là avec des solutions d'APM, mais aussi, c'est important d'activer la boucle de retour, d'amélioration continue, en identifiant en production donc des signaux. Euh, Ça peut être effectivement des erreurs que l'on constate qui ne sont pas pénalisantes au sens où le service est rendu, mais qui peuvent derrière être des signes comme quoi l'application pourrait à terme effectivement s'arrêter, ou en tout cas le microservice pourrait s'arrêter si ces erreurs augmentent, type fuite mémoire ou ce type de phénomène. Alors, il est important aussi par rapport à cette démarche de constater d'autres éléments qui sont des freins au déploiement de l'APM en DevOps. Alors quels sont-ils? Bah, déjà le coût des licences. Et surtout avec le phénomène d'élasticité du cloud, parce que ce que l'on constate en production, c'est souvent quand la perf n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute un peu quelques VM, de manière un peu systématique. Donc, quelque part, évidemment, si à chaque fois on instrumente les autres VM, le coût va forcément augmenter, surtout quand il y a des licences qui peuvent être des fois assez onéreuses. La conséquence, c'est que souvent on instrumente que des applications en production et hyper critiques, sur lequel il y a un véritable enjeu business, métier, qui fait que on va focaliser les budgets sur ces éléments-là. Voilà. Donc, à nouveau, avec le phénomène 1, si on est obligé d'augmenter le nombre de VM et donc d'augmenter le nombre de licences, ça peut avoir un impact fort. Et puis, il faut être aussi assez objectif. Certains outils sont relativement complexes. Donc, aller demander à des développeurs, en plus des outils qu'ils sont déjà amenés à utiliser, alors on parlait de Sonar, ça peut être du Sonar, BIA Discovery, des outils de test unitaire, de test non-régression, ainsi de suite. Donc, il y a tout déjà un environnement assez compliqué. Donc, aller leur demander d'utiliser des outils relativement complexes pour pouvoir effectivement identifier des lacunes dans leur code en phase de test, ça peut être effectivement relativement rédhibitoire. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, quelle est notre approche, notre vision de manière modeste? C'est que, premier point, il faut analyser la perf, ou ce qu'on pourrait même d'ailleurs appeler plus la résilience du code dès les phases de développement. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites et qui ont démontré effectivement que c'était non seulement faisable, mais hyper rentable et efficace. Pour pouvoir faire ça, faut utiliser des solutions simples et économiques. De toute façon, on l'a vu, si on veut pouvoir utiliser dans les différents environnements, que ce soit en prod, en production, évidemment, comme tout le monde le fait aujourd'hui, en développement plus en test de charge, ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir des licences qui sont relativement économiques, et surtout lorsque on veut déployer ça dans des environnements virtualisés, dockerisés. En parallèle de ça, il y a des méthodes à mettre en place, des démarches, en particulier des ateliers d'amélioration continue, qui peuvent aussi faciliter non seulement l'identification de lacunes
qui sont à nouveau des défauts, mais qui n'arrêtent pas les services dès les phases de production, pour pouvoir remonter avec les développeurs, effectivement, ces défauts-là et essayer de les améliorer. Améliorer le code, plus exactement. Et puis ensuite, et ce qui est un phénomène aussi intéressant, c'est de dire, mais en fait, ces outils que l'on utilise, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider à réduire la consommation de ressources IT? Et là, à nouveau, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites et qui ont démontré de manière explicite qu'effectivement, en améliorant le code dès le départ du développement, ben, on peut, sur certains axes, analyser la consommation de ressources IT et du coup, réduire la consommation de ressources IT en optimisant le code, en optimisant l'appel à des ressources type base de données, et ainsi de suite. Donc, à nouveau, chose importante et intéressante, c'est qu'on peut utiliser des outils d'APM non seulement pour améliorer évidemment la résilience des applications, en améliorer la qualité, améliorer la consommation de ressources IT dans une logique ROI, mais aussi Green IT. Alors, une fois qu'on a dit ça, tout à l'heure on a parlé d'Instana. Alors pourquoi Instana? Tout simplement pour les raisons ou les points qu'on a évoqués tout à l'heure. Instana est un outil qui est hyper simple d'accès, donc que l'on peut mettre à disposition des profils type développeur, testeur, en prod, typiquement, pour pouvoir avoir une vision simple et claire d'une application, d'une infrastructure, et derrière, évidemment, être capable de pouvoir identifier des lacunes et pas forcément des incidents, et du coup, améliorer la qualité du code tout au long du cycle de vie et être capable de réagir de manière efficace, justement grâce à une interface très simple. Pour les développeurs, je mettrai juste l'accent sur un point qui est la comparaison de versions. Si on veut pouvoir facilement, évidemment, vérifier que la nouvelle version du composant répond à la fois aux objectifs du métier, c'est-à-dire par exemple supporter un certain nombre d'appels simultanés, avoir un temps de réponse. Alors en Instana, le temps de réponse s'appelle la latence, hein, juste une petite explication par rapport au vocabulaire sur cet écran. Donc, si on veut pouvoir voir effectivement comparer des versions, il faut avoir à nouveau des interfaces simples qui permettent d'aller visualiser ces éléments-là, analyser dans le détail, on le verra dans la démonstration, s'il y a des défaillances ou s'il y a des pertes de performance, être capable de voir à quel endroit effectivement il y a un défaut. Mais aussi, évidemment, parce que c'est quand même un des objectifs de l'APM en particulier, c'est de pouvoir aussi en prod identifier rapidement un défaut. Et pour cela, Instana analyse la plupart des événements, qui soient des événements applicatifs, infrastructures et autres, et est capable justement à travers des moteurs d'intelligence artificielle d'aller corréler ces éléments-là et justement de proposer effectivement des routes causes pour vous faire gagner du temps en cas d'incident. Autre sujet intéressant, c'est de dire, mais ok, là on parlait d'IT pour l'IT, si je veux dire, hein, quand on parle du dev, on parle de la prod, on parle des incidents, ainsi de suite, mais est-ce qu'on peut aussi faire la corrélation, si j'ose dire, entre ce qui se passe au niveau du business et potentiellement ce qui se passe au niveau de l'applicatif dans une logique IT? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette solution, on peut aussi surveiller un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas des indicateurs IT, mais qui sont des indicateurs business, là, typiquement là, sur le paiement en ligne, effectivement, voir l'évolution du paiement par rapport peut-être justement à une montée de version, par rapport à des actions de type plus marketing, par exemple des soldes ou autres campagnes publicitaires. Donc on est capable aussi d'aller vérifier effectivement le comportement de l'application et de voir si à un moment justement on n'a pas un défaut, donc un impact business qui pourrait être associé ou lié plus exactement à un problème IT. D'accord. Et pour finir avec un point qui est aussi un point essentiel, parce que souvent on se pose la question, mais
Une fois qu'on a dit tout ça, comment on peut déployer? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est automatisable? Ben oui, avec Instana, on peut assez facilement déployer l'agent sur l'ensemble des infrastructures et on verra peut-être à travers des questions-réponses. Il est facile d'aller déployer donc à travers des ordonnanceurs le déploiement des agents, mais aussi d'aller systématiser, automatiser le tagging pour pouvoir faciliter justement le rapprochement d'informations par rapport à des environnements, que ça peut être aller identifier des environnements de pré-prod par exemple, aller identifier des environnements de prod, aller identifier un environnement lié à une application par exemple. Voilà. Et donc ça c'est aussi important, si on veut pouvoir gagner en efficacité, gagner en rentabilité, ben, c'est important de pouvoir avoir des agents qui sont à la fois simples et uniques potentiellement, éviter évidemment d'avoir N versions d'agents et de faciliter son déploiement. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Cyrine, ou passer la parole et l'écran à la souris, pour qu'elle puisse nous montrer à travers la démonstration effectivement les différents aspects qu'on a pu aborder dans cette présentation. Merci. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je suis Cyrine Masla, experte outil APM et NPM chez Donzo. Et je vais vous présenter aujourd'hui notre outil d'APM Instana qui était présenté par mon collègue Olivier auparavant. Ma démo aujourd'hui elle va être axée sur trois use cases principales. Donc au début, comment utiliser l'outil APM dès la phase de développement pour délivrer des applications de qualité et donc réduire les incidents en production. Deuxièmement, c'est justement si on a des problèmes en prod, comment l'APM peut nous aider au diagnostic et donc réduire le MTTR. Et finalement, comment l'APM peut aider à l'amélioration contenue en Ops et donc faire de la supervision proactive et anticiper les signaux faibles de comportement de notre application. Je commence par vous présenter la plateforme Instana avec un tour guidé rapidement. Donc, dès qu'on se connecte à notre plateforme Instana, on va le tableau de bord principal qui est personnalisable bien sûr et on peut voir tout simplement avec une ergonomie très facile à comprendre les différentes informations sur notre site web et applications mobiles, nos applications et services, nos plateformes au cloud, là on a du Kubernetes, nos infrastructures et les événements qui se passent dans notre application. On a bien sûr ces dashboards et toutes les vues de notre plateforme Instana sont contextuelles au time range qu'on va définir. Si je vous montre rapidement les composants de menu de Instana, on a d'abord la page website et mobile applications où c'est l'endroit pour accéder aux données du surveillance provenant des navigateurs ou des applications mobiles et qui peut nous donner des données sur chaque requête qu'un utilisateur peut effectuer sur nos applications et ainsi corréler ces données avec les données du serveur de backend. On a aussi la vue applications et services qui permet de répertorier les applications et les services ainsi que leurs indicateurs clés de performance. Ici, on voit qu'on a un indicateur de type Health Index qui va permettre de nous donner une vue globale sur l'état de santé de nos services. Là, on le voit directement avec un simple clic, les services qui ont des problèmes de performance. On va revenir plus tard sur cette vue. Comme aussi Instana, c'est un outil de nouvelle génération APM qui est pensé nouvelle architecture et donc notamment cloud. Il permet une vue sur ce qu'on appelle plateforme qui va fournir un niveau de détail sur les plateformes. Ici, on a du Kubernetes, mais il peut également prendre en charge les plateformes type cloud, Foundry ou VMware vSphere. On a aussi la page infrastructure qui permet, via une carte qui regroupe de manière logique les éléments de toute notre infrastructure. Donc là, avec une seule vue, on va voir toute l'architecture et de l'architecture de notre SI. Donc, plus on zoome, plus on peut avoir un niveau de détail sur l'infrastructure, les process
qui tourne, les technologies, etc. Et comme j'ai dit, avec simplement visuellement, on peut voir s'il y a un problème et c'est sur quel niveau exactement. Cette vue, elle est pareil, personnalisable. On peut nommer ce qu'on appelle zones selon notre souhait et aussi notre besoin contextuel. On peut aussi afficher soit par host, donc on peut afficher soit par données de performance, comme ici CPU, etc., ou par container. C'est vraiment au cas d'usage de chacun. Ensuite, on a la page Analytics qui fournit un puissant moteur d'analyse basé sur des filtres. Les filtres, c'est soit applicatif, soit concernant les sites web, donc le temps de réponse, les erreurs JavaScript, soit des données pour les applications mobiles, soit les profils des sessions des utilisateurs. Ensuite, on a la page événements qui énumère tous les incidents, problèmes et changements. Donc, Instana détecte tous les changements qui se passent au sein de notre environnement. Donc, on a des changements de type offline, online, c'est la surveillance des composants qui apparaît et qui disparaît sur l'environnement, et tous les changements dans les entités, donc un changement de code, d'état de fonctionnement, etc. On a les issues, c'est comme j'ai dit, les signaux faibles de comportement de notre application et ainsi les incidents qui sont en effet tous ces signaux faibles qui ont impacté soit un service, soit un utilisateur final. Maintenant, je vais mettre ma casquette de développeur qui est invisible, que vous n'allez pas la voir. Il me semble important de vous montrer l'application sur laquelle on travaille, RobotShop. C'est une application e-commerce microservice qui est déployée sur un environnement containerisé Kubernetes et qui permet d'offrir plusieurs services tels que la connexion, consultation d'un catalogue de robots, pouvoir les noter, les rajouter à notre panier, ensuite mettre notre adresse et finir le paiement et la livraison. Comme c'est la période des soldes en ce moment, on me demande pour développer une nouvelle version de notre service Discount. Donc, cette nouvelle version, je l'ai fait pendant la release 810. Comme Instana s'interface avec les outils d'intégration contenu DevOps tels que Jenkins, par exemple, il permet de récupérer tous les temps des nouvelles versions de l'application. Et comme notre plateforme Instana, elle est aussi orientée application perspective, donc elle permet de filtrer les services pour un contexte donné. Donc là, moi, je voulais isoler mon service discount pour pouvoir le suivre dans le temps et suivre mes releases. Je vais sur mon service discount et je vois en effet ma release ici, la 810, qui était faite à cette date-là. Et je remarque tout de suite une augmentation de temps de réponse suite à la release. Donc, on passe de 7 millisecondes à 1800 et quelques. On va aussi donc, on peut voir aussi les dépendances avec mon service Discount. Donc, j'ai une connexion avec la base de données et un service aussi de base de données. Ce que je peux faire pour analyser ce temps de réponse en augmentation soudaine, que je peux voir sur la vue Analytics et analyser tous les appels qui entrant ou sortant de mon service Discount. Ici, je peux filtrer directement sur la requête qui met le plus de temps à répondre. Et pour avoir un niveau de détail plus élevé, je vois ici que la requête qui a mis le plus de temps à répondre, c'est une requête base de données et c'est celle-là. Je peux cliquer pour avoir même le code source de cette requête base de données. Donc là, en tant que développeur, j'ai rapidement isolé mon problème. J'ai su d'où vient cette lenteur de réseau et que si jamais je mets en production cette nouvelle version, ça va poser des problèmes. Donc, il faut que je revoie ma copie. Je sais exactement d'où vient le problème, comment le corriger et son impact sur les performances de l'application.
Maintenant, je vais basculer en contexte de production. Je me mets en temps réel et je change de nouveau de casquette donc pour être chargée de la gestion des incidents et de la surveillance des applications en production en temps réel. Là, en effet, je vois que depuis 14 minutes, j'ai plusieurs services qui sont en warning avec des S-index qui sont alertants. Moi, je veux surveiller mon application RobotShop toujours. Je vois que depuis 14 minutes, on a eu un temps de réponse très élevé. Donc, il y a plusieurs scénarios de diagnostic dans ces cas-là. Soit j'ai déjà reçu une alerte, soit par mail, Slack ou autre chaîne de communication. Soit je suis connectée sur la plateforme et je peux voir des remontées d'incidents en temps réel aussi sur l'application. Comment je peux diagnostiquer? Je peux aller voir les dépendances de l'application. Et ici, par un simple vue, on peut avoir tous les services de l'application connectés entre eux et comment, par exemple, la dégradation d'un service, elle affecte les autres, ainsi de suite. Ici, par exemple, je vais diagnostiquer mon catalogue démo qui est en warning. Je vais voir Go to Dashboard et je vois en effet que sur ma temps de données depuis 14 minutes, j'ai en effet une augmentation des calls en erreur ainsi que le temps des réponses de mon service. Ce que je peux faire aussi, c'est d'aller voir les incidents qui ont été créés par Instana. Donc là, je vais faire un zoom sur mon catalogue démo. Et donc, je vois en temps réel l'avancée de mon incident. Ça, il me permet de voir, on va dire, les changements qui ont causé le problème et combien il a affecté donc d'entités, soit applications, soit infrastructures, etc., ainsi que tous les événements qui sont corrélés à cet incident. Ici, on peut voir directement que cet incident, il est dû à la clôture de la base de données. Donc, forcément, ma base de données, elle est tombée et tous les autres services dans le catalogue démo n'arrivent pas à accéder. Donc, les requêtes ne passent pas. Si je peux aller voir dans un niveau plus fin, dans le détail, la cause de cet incident, je peux faire analyser l'école et donc voir que c'est Get Product qui pose problème. Je peux toujours filtrer et prendre la requête qui passe le plus de temps, mais ici, on a un temps de réponse donc, qui est élevé partout. On peut voir que j'ai une erreur 500, donc il n'arrive pas à accéder à la base de données. Et on peut voir aussi qu'on passe 2000 millisecondes à se connecter à la base de données et il finit à ne pas se connecter. Donc, on peut voir aussi les messages d'erreur de log. Donc là, il dit qu'il a une erreur quand il n'arrive pas à accéder à la base de données. Et donc, cela nous permet de voir qu'avec une simple vue, on peut avoir des vues sur les incidents, leur root cause, ainsi qu'à un niveau plus bas dans les détails pour voir éventuellement les requêtes qui ont causé ce problème. Maintenant que j'ai fini de résoudre mes incidents en production et que j'ai un peu plus de temps pour investiguer, voir les performances de mon application à froid, et comme l'a demandé tout à l'heure Olivier, est-ce que l'outil Instana d'APM nous permet d'améliorer l'application au-delà de la gestion des incidents? Donc là, on va voir un exemple sur notre application web RobotShop. On a ce tableau de bord qui nous permet d'avoir d'une seule vue toutes les informations sur les performances de notre page applicative, la géolocalisation des utilisateurs, les top JavaScript erreurs. On a aussi le temps de réponse de la page, les pages qui ont été consultées le plus. Donc là, on a la page d'accueil qui est très normale, qui a le plus de loading count. Donc, on peut aussi voir des informations sur la rapidité de la page, le temps de l'affichage du premier pixel, etc. On peut avoir les ressources, donc toutes les ressources extérieures à quelles la page fait appel, les requêtes HTTP, les erreurs JavaScript, comme j'ai dit, la géolocalisation des utilisateurs.
les pages qui ont été consultées et ainsi que les alertes remontées. Si on revient, on voit qu'on a effectivement plusieurs alertes qui étaient remontées avec des utilisateurs de type Diamond Member qui étaient impactés. Et ces alertes-là ne sont pas forcément des incidents, donc ils n'impactent pas, ils n'ont pas un impact sur les performances en back-end, on va dire. Donc là, si on consulte notre JavaScript error, ils disent que l'utilisateur est en train de rentrer une valeur de 6 alors que la valeur acceptée, elle doit être entre 1 et 5. Dans ce cas-là, typiquement, le développeur, il a dû oublier un contrôle dans son code ou c'est peut-être normal. Donc, dans ces cas-là, on peut remonter l'information à la population concernée. Dans ce cas-là, ça doit être les développeurs et donc pouvoir anticiper des éventuels incidents dans le futur et donc améliorer la performance de l'application en continu. On peut partager cette vue avec un lien qui va permettre à la personne d'atterrir sur cette vue-là et si besoin de plus d'informations, on peut toujours aller dans un niveau de détail plus fin avec pour analyser l'occurrence de cette erreur, combien d'utilisateurs il a affecté, il est lié à quelle infrastructure, etc. etc. Aussi, au-delà de toute la gestion des incidents ou de l'amélioration en contenu, on peut, avec Instana, on peut même avoir des données orientées business, donc qui vont permettre aux équipes métiers d'avoir des données comme ici sur le service paiement de notre application RobotShop, donc par rapport à des données de type combien d'utilisateurs ils sont connectés, combien de paiements ont été finalisés, donc combien de clients ils ont allé jusqu'au bout pour l'achat. Et donc, l'application, comme l'a dit l'application Instana, comme l'a dit Olivier dans sa présentation, elle permet vraiment d'accompagner les équipes DevOps de la phase de développement jusqu'à en production et aller au-delà de là, permettre d'améliorer en contenu l'application et aussi fournir des informations type business au squad. J'espère que c'était clair et je repasse la main à mes collègues. Merci Cyrine pour cette brillante présentation. Donc on sait maintenant tous retrouver avec le maintien des distances de sécurité pour la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc, comme pour les deux premiers webinaires, je reprécise que tous les inscrits pourront récupérer, je dirais, la présentation pour la télécharger ou la revoir à froid, je dirais. Ensuite, je dirais, là, en premier point, je dirais, on a une question très pragmatique sur les conditions donc, de déploiement de la solution Instana, pour voir un petit peu comment les choses se déroulent, en combien de temps, est-ce que la solution se déploie de manière automatisée, peut se déployer de manière automatisée ou non. Pour ce premier point, je repasse la parole à Cyrine. Instana, c'est une solution qui peut être en mode SaaS ou en mode on-premise, donc sur nos environnements. Et pour le déploiement, il peut être tout à fait être automatique grâce à l'intégration CI/CD des matériels DevOps. On peut automatiser l'installation des agents Instana via la plateforme Jenkins, par exemple. Ok. Merci Cyrine pour ces éléments donc de réponse. Alors évidemment, immanquablement, il y a la question qui suit, donc tu pourras garder la main. Comment se passent les montées à version, les montées de version? Il y en a combien par an? Ça se passe comment? Est-ce que ça peut être là aussi automatisé ou pas? Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là, Cyrine? Alors pour l'installation, les mises à jour, faut savoir qu'on installe un agent par host. Et donc les agents ils viennent déjà avec des versions de technologies qui vont ce qu'on appelle senseurs, qui vont surveiller les technologies et les process qui tournent à l'intérieur de notre host.
lors de l'installation des agents, soit on choisit le mode actif, soit le mode dynamique, donc, ou soit le mode statique. Dans le mode statique, les mises à jour vont être manuelles. Donc, à chaque fois, il va y avoir une nouvelle mise à jour des senseurs, donc des technologies. On sera alerté pour mettre à jour notre agent. Et si on choisit le mode dynamique, les mises à jour seront automatiques. L'agent, il va chercher tous les jours entre 4 heures du matin et 5 heures à peu près, s'il y a des nouvelles mises à jour de senseurs et de nouvelles versions, il va se mettre à jour automatiquement, sans que cela impacte bien sûr nos mesures de performance des applications ou des infrastructures. Ok, ben merci Cyril pour cette précision. Donc, on va quitter le cadre de l'installation, de la mise à niveau. Hein, bon, c'est une phase incontournable et importante, mais je dirais donc après, on va se concentrer plutôt sur l'usage. Et dans l'usage, là aussi, on a une question récurrente qu'on a eue pratiquement à tous nos webinaires. C'est comment peut-on exporter des métriques ou des alarmes proposées par l'environnement d'Astana pour une bonne intégration donc dans les SI, pour s'interfacer avec les superviseurs ou les hyperviseurs qu'on peut avoir par ailleurs. Ça me permet de passer la main à Olivier. Oui, donc merci Eric. Effectivement, c'est un sujet important parce qu'en fait, tous les outils couvrent chacun un périmètre, hein, que ce soit au niveau chaîne de liaison ou au niveau de service, APM, NPM et autres. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir les récupérer des métriques à travers les API pour alimenter justement un puits de données et derrière être capable de créer des vues de bout en bout multiniveaux. À ce titre, justement, Astana propose des API. À travers les API, donc on peut aller à la demande collecter les métriques qui nous intéressent pour constituer des tableaux de bord sur mesure, soit dans une logique business ou une logique hypervision de production ou autre. Et donc avoir cette capacité de créer l'observability comme tout le monde le réclame en production. Ok, merci Olivier. Donc, je vais passer plutôt maintenant dans les cadres d'usage. On change de sujet, je dirais, mais on reste justement dans un cadre d'actualité. Donc, on a vu que la solution se prêtait aussi bien à des environnements B2B que B2C. Hein. Donc, dans le B2C, on pense avant tout donc, aux diverses applications web traditionnelles. Mais on est dans un monde qui va évoluer d'un usage avec des mobiles qui vont passer de 4G à 5G relativement rapidement. Donc, est-ce que l'environnement donc Instana se prête bien à la prise en compte de tout ce qui est usage à travers des mobiles? Je vais pousser la question à Cyrine. Merci Eric. Alors en effet, je ne me suis pas attardée sur la vue mobile quand j'ai fait la démo, mais Instana il est tout à fait capable de monitorer des applications mobiles. Il va nous permettre d'avoir des métriques de type déjà sur l'OS sur lequel tourne l'application, donc soit Android, soit iOS. Aussi, il va permettre de nous d'analyser toutes les sessions d'activité et les transitions qu'ils ont eues dans l'application. Donc, on peut avoir des données sur les sessions clients telles que leur géographie, leur identité, s'ils ont, par exemple, même s'ils sont des clients premium ou pas. On va pouvoir tracer toutes les requêtes HTTP aussi qui vont passer via l'application mobile. Donc, ça peut être effectivement un sujet intéressant pour un prochain webinaire de comment on peut monitorer les applications mobiles avec Instana. Très bien, Cyrine. En plus, tu suscites du besoin. C'est très, très bien. Donc, rendez-vous au prochain épisode avec ce thème sur lequel tu nous as tendu la perche. Donc, par contre, je vais être obligé de prendre une dernière question hein, pour rester dans notre timing habituel. On va finir avec Olivier. Hein. Je dirais, sans parler donc de méthodologie, un petit peu sur la connaissance de la meilleure approche pour tirer le maximum de l'environnement donc Instana. Je dirais, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu conseilles pour avoir un usage pertinent donc de la solution et qui vive de manière homogène avec l'environnement applicatif client? Alors, effectivement, donc, en restant dans le thème du DevOps qu'on a évoqué aujourd'hui, on a parlé de deux lieux, si j'ose dire, de prédilection pour pouvoir être efficace.
et introduire cette logique de mesure de performance et d'optimisation aussi de la performance. Donc depuis le dev jusqu'à l'ops. Pour revenir sur les approches, nous ce qu'on pousse effectivement, c'est déjà de pouvoir monter des POC avec les utilisateurs, que ce soit en dev ou même en production, peu importe. Et justement, à travers cette approche de POC, de montrer quel est le bénéfice que peuvent en ressortir donc les développeurs à proprement parler, parce que c'est la première population qui nous intéresse. Donc là, on a un certain cadre méthodologique pour accompagner justement ce type d'expérimentation, ce type d'accompagnement aussi, d'acculturation. C'est important. Et de la même manière, typiquement, en production, tout à l'heure on parlait d'analyse à froid, là c'est de la même manière, on a développé des méthodes qui permettent assez facilement d'aller collecter de l'information et surtout d'animer une relation avec les développeurs, parce que les développeurs ne parlent pas prod, ce sont des mondes à part, donc il faut être capable d'adapter son vocabulaire, d'adapter la présentation de l'information pour justement faire comprendre aux développeurs, voilà ce qu'on a identifié, voilà est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, et du coup, comment on peut améliorer la performance, la résilience de l'application à travers les signaux faibles qu'on a pu collecter. Donc là, à nouveau, on a des méthodes adaptées là-dessus, en fonction des populations, du cycle de vie applicatif, pour pouvoir justement créer de l'intérêt, créer aussi du ROI. C'est important, ce sont des investissements qui sont non négligeables. Et à travers justement ces démarches-là, on voit améliorer donc la qualité et la résilience donc, des applicatifs, donc diminution du nombre d'incidents. Qui dit diminution du nombre d'incidents, dit du temps perdu à la fois en production, en business. Et puis aussi, quand on parlait tout à l'heure d'économie de ressources, aujourd'hui c'est quand même important de pouvoir consommer moins, produire plus et consommer moins, que ce soit une logique cost killer ou une logique green IT. Donc à nouveau, on peut dégager du ROI en faisant des économies liées à la consommation de ressources. Voilà, donc des approches, on a les méthodes à adapter pour les différents cadres. Ok, merci donc Olivier pour ce mot donc, de la fin, le conseil du sage. Oula. Et donc, il va me rester donc à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Restez safe, faites bien tous attention. J'espère vous retrouver pour notre prochain webinaire. Pour une fois, je maintiendrai un petit peu le suspense sur le thème. Je vous laisserai découvrir. J'espère qu'en synthèse finale de cette journée, on vous a convaincu qu'il était important d'intégrer une démarche APM dès les premières phases du développement, être vraiment aussi dans une logique DevOps qu'on fait vivre de façon continue, quel que soit l'environnement donc d'outillage. Et on est évidemment à votre disposition pour tout complément d'information, toute question. N'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer donc des mails pour qu'on puisse continuer à échanger après cette session. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.